maintenant Et je et dois, je commence mon intervention en disant que j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles partager pour mon nous parler écran, hein. de… Pardon? Je dois partager mon écran, si tu veux. Oui, d'accord. Moi, j'ai juste le petit mot d'accueil officiel où je dois dire que je suis heureux de t'accueillir, bien sûr. Tu vas nous parler de tes petits secrets de la classe renversée et je te remercie chaleureusement d'avoir accepté d'être enregistré pour que cette vidéo soit ensuite publique. Jean-Charles, je te laisse la parole. Eh bien, merci Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai 20 petites minutes pour partager avec vous des petits secrets illustrés, enfin, qui sont plus si secrets que ça, de ma boîte à outils de classe renversée, qui ne sont pas des secrets à copier-coller, mais dont j'espère qu'ils vous seront inspirants. Donc, cette classe renversée, si vous ne la connaissez pas, le principe, c'est de demander aux étudiants de construire le cours eux-mêmes. Donc, c'est un cours de génétique moléculaire. Et donc, le cours n'est pas donné par l'enseignant. Ce sont les étudiants qui construisent le cours par équipe, qui construisent les chapitres, qui construisent le contenu, les illustrations. L'objectif de cette méthode est d'augmenter les interactions, les collaborations entre les étudiants. Alors cette année et l'année dernière, on a eu le petit problème de devoir mixer entre le présentiel et le distanciel. Donc c'est un cours qui se vit en équipe dans une salle, donc des salles plus ou moins équipées, et qui a continué cette année avec le distanciel, donc les étudiants confinés chez eux, donc ce qui m'a obligé à adapter quelques exercices impossibles à faire à distance, mais je vais vous en dire quelques mots juste après. Alors, un des premiers secrets, c'est le casting. Donc, mes étudiants sont par groupe de 6. J'ai une cinquantaine d'étudiants dans ma classe et j'ai deux types de casting. Lorsque je demande aux étudiants de produire les cours, j'aimerais que les équipes avancent en même temps. Donc là, je mixe bien dans chaque équipe des étudiants qui ont des niveaux différents en génétique, des niveaux scolaires. Par contre, lorsque je fais travailler mes étudiants pour construire des questions, répondre à des questions ou des problématiques, là, ils peuvent se mettre un peu comme ils le désirent. Ce que j'évite, c'est les regroupements par affinité lorsque j'ai envie que mes équipes travaillent à la même vitesse. Et puis une petite astuce, c'est que les affinités sont séparées, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a son meilleur ami ou sa meilleure amie dans une équipe différente, eh bien j'observe que ça augmente les interactions entre les groupes. Alors, les étudiants vont chercher par eux-mêmes les ressources. Donc, ils utilisent le web, la bibliothèque numérique en réseau, mais aussi des ouvrages papier, je vous rassure. Et un des buts aussi de cette pédagogie, c'est de leur apprendre le tri et le discernement. Donc, chaque année, ça existe depuis 7 ans, cette méthode, eh bien, j'observe que le contenu des chapitres peut être un peu différent, mais à chaque fois, on leur demande de référencer, d'illustrer, de bien choisir leurs sources, ce que parfois des élèves un peu plus académiques n'aiment pas trop, parce qu'ils sont habitués à avoir le cours directement par l'enseignant, alors que d'autres élèves à la fibre un peu plus chercheur, eh bien, ont plus de goût pour aller rechercher le type d'illustration ou d'exemple qui leur plaît le plus. Le but est que ces étudiants écrivent ensemble le cours par chapitre. On a une dizaine de chapitres, 5-6 équipes. Et donc, nous utilisons des documents collaboratifs, des Google Drive, mais ça nous arrive aussi d'utiliser d'autres types de plateformes, des plateformes collaboratives différentes de Google, bien sûr. Donc, c'est une écriture collaborative. Les étudiants doivent écrire et aussi lire et surligner. Autrement dit, l'objectif, c'est quand même que la production qui est faite soit comprise par la majorité de la promo. Donc, les copier-coller sont permis à partir du moment où ils sont courts, concis et clairs. Autrement dit, dès qu'un groupe d'élèves s'aventure à faire des copier-coller un peu trop consistants et sans aucune compréhension, eh bien, les étudiants des autres groupes les surlignent en jaune. Donc, si vous vous rendez compte que votre cours est surligné au fur et à mesure qu'il est construit, ça veut dire qu'il est inefficace. Il y a des rotations entre les équipes, donc les équipes travaillent alternativement d'un chapitre à l'autre. Ils se passent les chapitres sur la plateforme. On utilise aussi ces méthodes de rotation de tableaux dans la classe, donc en leur demandant de répondre à des questions. Donc, par exemple, je pose une question à un groupe d'étudiants. Tous les étudiants répondent à la même question et toutes les 3 minutes, nous faisons tourner les étudiants. Et l'objectif étant que chaque équipe continue à compléter la question d'un groupe précédent. Et idem pour les chapitres. Le chapitre 1 est construit par l'équipe 1, puis passé à l'équipe 2 et inversement, ce qui fait qu'à la fin du semestre, chaque équipe a construit 1 ou 2 chapitres et a corrigé les chapitres des autres.
On utilise aussi des méthodes figuratives, des cartes mentales, par exemple pour faire les plans des chapitres. Donc, les étudiants sont libres de choisir le plan du chapitre. Je ne leur donne que le titre du chapitre, aucun document, ce qui peut différencier la classe renversée de bon nombre de classes inversées. Il n'y a aucun document. Donc, les étudiants sont aussi des chercheurs et ils vont essayer de remplir un peu le contenu de leurs commentaires ou de leurs descriptions par les illustrations qu'ils préfèrent. Dans la classe renversée, le professeur devient l'élève. Donc, c'est moi qui vais lire cette production, qui vais leur poser des questions et qui vais interagir, intervenir lorsqu'ils feront des illustrations telles que vous voyez ici ou qu'ils passeront au tableau. On utilise aussi des votes pondérés, donc les étudiants peuvent donner leur avis sur les chapitres avec un pool de voix par étudiant et on leur demande de choisir quels sont les chapitres qu'ils ont le mieux compris. Donc les étudiants mettent le plus de points sur les chapitres les mieux compris. Autrement dit, quand une équipe voit que son score par rapport aux autres est plus bas, ça veut dire qu'elle doit faire un effort de travail et de compréhension dans la rédaction un peu plus intense. Il ne s'agit pas de construire un chapitre qui ne soit compris que par 10% des étudiants. Il y a des présentations au tableau ou en ligne, puisque maintenant nous travaillons à distance. Et pour augmenter l'interaction entre les élèves qui présentent et ceux qui écoutent, nous avons créé des méthodes au nom un peu ésotérique, karaoké, ping-pong, battle, Eclipse. Je vais vous en montrer quelques-unes. Dans la méthode du karaoké, l'étudiant ou les étudiants qui vont présenter un schéma ne sont pas ceux qui ont construit le schéma. Donc, ça oblige l'étudiant présentateur à se concentrer sur ce qui est illustré, de manière à en tirer ce qu'il comprend. Ensuite, l'équipe qui a construit le schéma ou la présentation va corriger ou compléter ce qui est présenté par l'élève. Et puis enfin, dans un troisième temps, les étudiants, le reste des autres groupes vont poser des questions, le professeur aussi, devenu élève, et ça sera le groupe qui a produit la présentation, non pas celui qui a présenté, mais le groupe qui a produit le schéma ou la slide de répondre aux questions. J'appelle ça le karaoké, car on est un peu dans la situation où un étudiant tenterait de chanter la chanson de son artiste préféré. Dans la méthode du ping-pong, qui est peut-être la plus efficace, il y a une présentation. Donc, vous imaginez qu'à la place de la table, il y a un schéma de génétique moléculaire. Et là, deux étudiants vont au tableau et ils doivent présenter à tour de rôle le mécanisme moléculaire et donc en utilisant à chaque fois une seule phrase. Donc, un étudiant commence une phrase et le deuxième la complète et ainsi de suite. Exemple, le premier étudiant va dire « Vous voyez ici la structure du coronavirus que vous connaissez tous ». L'étudiant suivant complétera « Sur ce virus, des protéines de surface vont lui servir à reconnaître la cellule ». Le premier étudiant reprendra le discours en disant « Sur la cellule en question, il y a des récepteurs » et ainsi de suite. Le karaoké oblige les étudiants à être particulièrement attentifs et ceux qui écoutent de même. Cet exercice, ça, je ne l'ai pas pratiqué à distance, très compliqué. Par contre, le ping-pong, le karaoké, lui, peut se pratiquer à distance. Donc, ça ne veut pas dire que cette année, je ne tenterai pas des ping-pong à distance. Un autre exercice qui est celui de la battle ou de l'escrime, là, on demande à deux étudiants de décrire des aspects différents. Donc, par exemple, l'un des deux étudiants va s'intéresser à la structure d'une molécule, alors que l'autre va décrire plutôt son fonctionnement. Dans d'autres matières, si vous êtes enseignant dans d'autres matières que la biologie, vous pouvez imaginer deux étudiants qui soutiennent deux points de vue différents ou complémentaires lors d'une même présentation. Cette présentation-là, que j'appelle l'éclipse, est très intéressante. Les étudiants souvent présentent des schémas ou des mécanismes très complexes. On n'a pas beaucoup de temps en classe pour les décrire complètement. Donc, je pointe un des endroits de la présentation pour lequel je demande une explication détaillée. Donc, ça permet à l'ensemble de la promo d'avoir une vue globale sur le travail qui a été réalisé. Mais lors de l'échange avec les étudiants, eh bien, on ne travaillera que sur la partie de l'éclipse, peut-être la face non cachée de la Lune. Un autre exercice que mes étudiants pratiquent et que j'utilise moi-même aussi lorsqu'il m'arrive d'inclure des capsules de cours magistraux, ça s'appelle le trouver l'erreur. Donc, soit je présente une explication pendant 10 minutes, ou l'un des étudiants présente un schéma pendant 5 minutes devant la promotion, et nous mettons sciemment une ou deux erreurs dans la présentation. Erreurs qui ne seront pas corrigées. Donc, les étudiants savent qu'à un moment donné dans l'exercice, dans le cours qui leur sera donné par le professeur en partie ou par les élèves, eh bien, une ou deux erreurs sont cachées, charge à eux de les retrouver.
Évidemment, on s'arrange pour que ce type d'erreur soit trouvable par un travail collaboratif. C'est encore jamais arrivé qu'une erreur sciemment cachée ne soit jamais découverte par les étudiants. Cet exercice est l'un de mes préférés aussi. On l'utilise parfois aussi dans des colloques. Je l'ai appelé le PowerPoint muet ou la présentation sans voix. On va présenter sur le tableau un schéma. Ici, ce sont des mathématiques, mais dans mon cas, c'est de la biologie. Et donc, par exemple, un mécanisme d'infection d'une cellule par un virus ou bien le mode de fonctionnement d'un chromosome. Mais ça pourrait être tout autre type de présentation, quelle que soit la matière. Et là, pendant 3 minutes, 2 ou 3 minutes, aucune présentation n'est faite. Les élèves doivent essayer de comprendre le maximum de choses individuellement et en silence. Et ensuite, ils sont regroupés par équipe, par groupe de 3 ou 4, et ils vont essayer d'interpréter ce qu'ils ont vu, sauf que l'interprétation doit être collective. Donc, il ne s'agit pas qu'un élève lève le doigt et dise « voilà ce que j'ai compris », mais un élève doit lever le doigt et dire « voilà ce que l'équipe, voilà ce que le groupe a compris ». Ensuite, évidemment, les étudiants qui ont contribué à la production de la ressource vont soit infirmer, confirmer ou compléter la réaction des élèves qui ont subi un peu cette présentation muette. Alors, il y a aussi une méthode que j'appelle l'imprégnation, qui marche très bien. Lorsqu'il m'arrive, par exemple, de placer des capsules de cours magistraux, parce que ma classe est renversée, mais j'utilise parfois quelques temps, des 10 minutes, des quarts d'heure, pour introduire des remises en forme par du cours magistral de courte durée, eh bien, j'utilise l'imprégnation. Autrement dit, plutôt que de commencer un chapitre en disant aux étudiants « voilà, je vais vous décrire comment fonctionne telle enzyme », je leur pose la question « expliquez-moi comment fonctionne telle enzyme » et je vous donne 10 minutes. Donc les étudiants se mettent à travailler par équipe, cherchent de la ressource et en fait, je ne leur donne pas 10 minutes. Au bout de 3 minutes, 4 parfois, j'interromps leur travail. Alors ils sont frustrés et je leur dis « voilà, je vais vous l'expliquer en 10 minutes ». Et donc, je fais ma présentation. Et comme ils étaient tous en train d'essayer de répondre à la question et que leurs 50 cerveaux étaient connectés à la recherche, eh bien, ils ont une attention particulière au moment où je décris mes 10 minutes de cours. Ce qui n'est pas le cas quand je commence un cours à partir de rien et que je leur dis, voilà, je vais vous expliquer le fonctionnement d'une enzyme. En général, au bout de 2 ou 3 minutes d'explication, j'ai encore 20 ou 30% des élèves qui ne sont pas dans l'exercice. La méthode d'imprégnation marche aussi à distance. Un autre exercice qui fonctionne assez bien, c'est le QCM intelligent. Les QCM, en général, ne sont pas si intelligents que ça, puisque on peut répondre à une bonne réponse, trouver une bonne réponse par le hasard. Dans ces QCM, eh bien, les étudiants sont par groupe et alternativement, toutes les 5 minutes, un groupe d'étudiants doit construire une question et faire 5 propositions de réponse. Au bout de 5 minutes, passer le QCM à une deuxième équipe qui va répondre aux questions et ensuite passer le QCM à une troisième équipe qui va corriger le QCM. Donc, chaque équipe, en 5 minutes fois 3, construit un QCM collectivement, répond au QCM d'une autre équipe et corrige le QCM d'une équipe qui a répondu à une autre équipe. Et pourquoi ce QCM est intelligent? Parce que pour avoir les points, il faut trouver les bonnes réponses, mais il faut aussi justifier pourquoi les autres sont fausses. Sinon, on n'obtient pas le nombre de points. Et puis, il y a aussi le QCM ou l'interrogation inversée ou renversée. Là, ce sont les étudiants par groupe qui préparent des questions ou qui préparent des QCM à destination de l'enseignant. Et donc, ce travail peut durer 5 à 10 minutes en début de cours. Et ensuite, pendant que les élèves vont retravailler sur la production de leur chapitre, eh bien, le prof, au milieu de la salle, va répondre aux questions. Donc, nous avons des scènes parfois assez amusantes où des étudiants viennent surveiller le prof qui répond aux questions qu'ils ont co-construites en équipe. Dans cette méthode, l'enseignant va évaluer et noter le niveau de la question. Autrement dit, si vous demandez à mes étudiants, est-ce difficile ou pas d'interroger un prof, voire de le corriger, ou est-ce difficile ou pas d'interroger d'autres étudiants et de les corriger, ils vous diront que oui, parce que d'une part, il faut connaître le cours, d'autre part, il faut construire des questions avec un barème, et après, lorsqu'on corrige, il faut être capable de repérer si les réponses sont bonnes ou mauvaises. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. La meilleure façon d'apprendre, c'est peut-être aussi d'apprendre à construire des questions avec un barème et de corriger les réponses des autres. Alors, il y a aussi un petit exercice très amusant que j'ai appelé la tricherie obligatoire.
Donc parfois, je demande à mes étudiants de répondre à des questions en 5 à 10 minutes et à leur grande surprise, 2 à 3 minutes avant de rendre leur copie, eh bien, j'autorise chaque groupe d'élèves à désigner l'un d'entre eux pour aller chercher de l'information dans les autres groupes. Donc, il faut choisir déjà l'étudiant le plus efficace. Et ensuite, lorsqu'il revient au niveau du groupe, qu'il soit capable d'expliquer un peu le type d'information qu'il a trouvé dans la réponse des autres. Donc ça, c'est un exercice qui est très dynamique. Un autre exercice qui marche très bien aussi, c'est le devoir non surveillé qui ne finit jamais. Donc, il a un titre un peu évocateur qui ressemble à un film américain. Les étudiants sont dans une salle pendant 1 heure et ils vont devoir, par groupe, résoudre une question de devoir surveiller. Donc, j'ai 6 groupes d'étudiants, par exemple, et je vais leur poser les 6 questions essentielles. Quels sont les 6 points les plus importants du cours à connaître? Et je leur donne pour cela 1 heure d'épreuve. Ils sont connectés, ils peuvent discuter entre eux et l'enseignant est dans la salle, mais l'enseignant n'est pas là pour les surveiller puisqu'il n'y a pas de tricherie. Chaque étudiant, chaque groupe d'étudiants peut aller chercher l'information sur le web ou dans des livres et charge à eux de répondre sur un document collaboratif à la question. Au bout d'1 heure d'épreuve, le professeur ne ramasse pas de copies. En fait, il explique aux étudiants que les copies seront corrigées dans 1 semaine ou dans 10 jours. Ce qui se passe, c'est que les étudiants, pendant la semaine ou les 10 jours suivants, eh bien, vont compléter à distance leurs réponses. Et donc, les copies, le contenu des copies, eh bien, se modifie, s'améliore avec le temps. Pour terminer, quelques mots sur la notation. Donc, j'ai aboli et supprimé la note sur 20. J'ai trouvé qu'elle était un peu trop figée dans le temps et j'ai remplacé la note sur 20 par un système de points et de bonus. Donc, les étudiants, en fait, vont accumuler des points en fonction de la qualité de leur production et de la quantité. Il y a bien sûr des consignes qui leur sont données. Vous voyez ici devant vous un fichier Excel. Chaque colonne représente le score d'un élève et donc les étudiants s'enrichissent de points à chaque cours. Ils ont beaucoup plus de points pour des rendus collectifs que pour des rendus individuels. Bien sûr, comme il y a des notes collectives, j'essaye de détecter ce que j'appelle les passagers clandestins, donc un étudiant qui profiterait du groupe pour avoir une bonne note alors qu'il n'y contribue pas. Pour cela, j'ai mis au point une méthode adaptée du test du 180 degrés, qui est un test d'entreprise où les étudiants vont remplir des fiches et répondre à des questions. Dans un premier temps, s'auto-évaluer, puis dans un deuxième temps, évaluer la perception qu'ils ont du travail des autres par rapport à eux-mêmes. Donc, ça nécessite une confiance entre les étudiants que je leur accorde dans le sens où s'ils ne jouent pas le jeu, eh bien, ils ne pourront pas se plaindre à la fin du semestre que des élèves qui n'ont pas travaillé ont eu une bonne note. Donc, vous voyez ici, par exemple, une évaluation de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je ne me souviens plus, où vous avez mes 50 étudiants par groupe, par 6 groupes. Et ça me permet, en cumulant les notes, les scores par rapport à des comportements, j'ai été chercher de l'information, j'ai écrit le cours, j'ai contribué à l'échange de communication, j'ai construit des questions, etc. De repérer ici, vous voyez 4 à 5 passagers clandestins. En général, c'est le quota. Sur 50 étudiants, j'ai souvent 4 à 5 passagers clandestins. Et enfin, pour terminer, toute séance de cours se termine par une évaluation et les étudiants doivent noter la séance. Toutes les séances sont notées et elles sont toutes notées individuellement et anonymement. Et à chaque fois, les élèves vont mettre la note de 10 sur 20. Pourquoi? Parce que je demande à chaque élève sur une fiche, et ça ne dure que 3 minutes ou 4 minutes, d'écrire tout en haut de la fiche quelle est la partie du cours ou l'exercice qui leur a plus convenu, qu'est-ce qu'ils ont appris, quel type d'exercice ils ont envie de recommencer, et sur la même fiche, quelle est la partie du cours, l'interaction ou l'exercice proposé qui leur a le plus déplu, ça ne leur convient pas, ils ont envie de changer de méthode. Donc 50 étudiants, qui fait qu'à la fin de chacun de mes cours, je termine avec 50 appréciations positives et 50 appréciations négatives. Les appréciations positives me confortent pour continuer mes expériences, tandis que les impressions négatives eh bien, donnent des idées aux étudiants pour faire des propositions alternatives. Et donc, la classe renversée, chaque année, évolue dans ses méthodes et ses exercices en fonction des propositions des étudiants. Voilà pour cette intervention. Et je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il nous reste un peu de temps pour les questions et ça me ferait très plaisir d'y répondre.